Pourquoi tu prévois de nous faire un casse Non. Pas le genre de la maison. Pas le genre de... Tant qu'il n'y a pas de bouffe, ça va. Hein. Moi, je fais des casses au niveau de la bouffe, c'est tout. Ah bah il y a des pots, mais bon, tu peux venir voler des pots. Tu manges la pâte à tartiner ou pas? Non. Non? Non, bah, je suis anti tout ça, donc... Pourquoi? Bon, même les alternatives, du coup... Bah non, mais je suis anti pâte à tartiner de manière générale, parce que je trouve qu'en termes de santé, c'est pas très bon. Ah nous, elle est beaucoup plus saine. Bah, j'en suis sûr qu'elle est beaucoup plus saine. Je crois que c'est Et genre... du coup, à partir du moment où... C'est comme quand tu dis, je bois pas de coca, tu vois. Oui. Je vais pas boire de coca alternatif, j'en ai créé un. Oui, t'as fait... Bah, sur Limo. Sur Limo, il y a... Voilà, mais c'est ridicule. Non, je suis très... moi, sur la bouffe, je suis assez stressé. Non, j'essaye pas mal de choses, mais je fais très attention à ce que je mange, d'une manière générale. Ouais. Ok. Mais j'adore la pâte à tartiner, si tu veux tout savoir. Ok. C'est-à-dire que si je peux avoir une crêpe avec de la pâte à tartiner, c'est rêve. Je suis un passionné, j'aime tout ce qui est sucré, donc. Mais c'est pas des trucs que j'achète ou c'est pas des trucs que je utilise. Ok. T'es végétarien ou vegan ou un truc comme ça? Non, je suis flexitarien. Ok. Donc, je suis rien en fait. Tu es omnivore. Je suis quelqu'un d'équilibré et j'ai énormément réduit ma consommation de viande ces dernières années parce que j'ai été éduqué. Tu sais, moi, je suis été à la montagne, donc manger de la viande tout le temps, du fromage tout le temps, du truc de machin. Mais avec la santé, les trucs, tu dérives un tout petit peu plus. Tu manges moins de viande. Quand t'en manges, tu manges de la vraie très bonne viande. Ça coûte un peu cher, mais t'es content. Voilà, c'est un peu mon idée de la vie. Ok. T'es végétarien, toi? Ouais. Ouais. Vegan même. Ouais. J'ai la moitié de ma boîte comme ça, donc j'ai pas de sujet. Je raconte pas les dîners d'entreprise, le bordel. Bah après, si tu montres comme image, et c'est l'image que t'as d'entreprise engagée, du coup tu dois attirer. Tu vois, moi, genre ça m'attirait très dans ta boîte si je chercherais un job, tu vois. Ah ouais. Et moi, j'ai une vision pas du tout extrême des choses et de la vie. Mais après. C'est vrai que moi, je suis assez radical dans beaucoup de choix que je fais dans ma vie ou de visions que je peux avoir, tu vois. Ouais, je comprends. Avec l'âge, tu le deviens un peu moins. Ah ouais? Tu te... Ouais, tu comprends que la vie, c'est un peu plus... Non, mais tu vois, je trouve que tu peux être... Enfin, moi, je suis radical que sur des choses où j'ai vu les nuances. Genre, je déteste m'enfermer dans quelque chose. Ouais, je comprends. Et quelqu'un peut me faire changer d'avis sur un truc où je suis, tu vois. Genre, les gens qui changent pas d'avis, je déteste. Ça m'énerve. Ah, ça, je suis assez d'accord. Tu vois, mais après, moi, je te dis, je suis pas radical. Par exemple, je suis radical dans le travail. Oui. Je suis radical dans ma manière de vivre, je suis radical dans beaucoup de choses, mais sur cette partie-là, beaucoup moins. Je suis extrêmement, du reste, tolérant, je fais très attention à tout. Mais je le disais, alors même si j'ai de plus en plus convergé vers ce que je fais, je disais un jour souvent, tu sais, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de This is Fine. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Alexis, qui est le fondateur de Alterfood. Bonjour, merci de m'inviter. Eh ben écoute, c'est un grand plaisir. Je te le disais tout à l'heure, je te dis bonjour, mais on s'est déjà vu, on a déjà parlé. On s'est déjà vu, on a déjà débriefé, on s'est déjà tout dit. On s'est déjà tout dit, donc c'est fini. Au revoir à tous, l'épisode est fini. Non, en vrai, je suis super content de te recevoir parce que je te le disais tout à l'heure, c'est... t'es une personne qui, moi, m'a vachement inspiré pour monter cette boîte. Et de te recevoir ici, c'est cool. C'est cool. Ah, le téléphone vibre. Ouais, non, c'est pas un sujet. C'est gentil, merci beaucoup. Merci, c'est toujours un honneur de dire qu'on a inspiré des gens. En tout cas, j'ai pas cette prétention-là, mais c'est gentil. Bah, franchement, je trouve ça cool, tu vois, t'as un truc d'exemple où, surtout dans l'agroalimentaire, je me rappelle, moi, quand je voulais me lancer au début, genre tous mes potes, ou en tout cas les gens que j'avais autour de moi, c'était plus des gens qui lançaient des trucs dans la tech, ou tu vois, des freelances. Et de me dire que je pouvais lancer un produit dans l'agro, ça me paraissait trop complexe, trop gros. Ouais. Et d'avoir des exemples, ça décomplexe quand même vachement sur... tu te dis, ok, par où commencer? Et moi, je sais que mon réflexe, quand je dois trouver un nouveau truc, quand je dois faire apprendre un nouveau sujet, c'est que j'essaie d'avoir des exemples ou de regarder ce qui s'est déjà passé. Donc voilà, tu en faisais partie. C'est gentil. Mais tu sais que quand t'as envie, rien n'est jamais trop gros. Oui, c'est vrai, mais c'était il y a 4 ans, donc maintenant je commence à me dire, ok, mais c'est vrai que t'as raison. Et pourquoi tu dis ça? Toi, t'as eu des trucs que tu... Non, parce que je pense que
il faut vivre de passion, il faut vivre d'ambition, il faut vivre de ce qu'on a envie de faire en fait. Et c'est une question d'envie et de perspective. Et là, je pense que les barrières, elles ne sont que mentales. Ok. Toi, tu penses que t'as... C'est vrai que c'est marrant. Est-ce que tu peux présenter Alterfood déjà ? Parce que j'ai même pas introduit. Ouais. Comment tu le définis, toi ? C'est assez simple. Hein. C'est une entreprise à mission qui a pour mission de développer des marques agroalimentaires engagées. Dans notre engagement, on a 3 piliers. La transparence, donc la volonté de toujours montrer ce qu'il y a à l'intérieur. L'aspect nutritionnel des choses, qui est très important. On veut faire des produits qui sont pas que bons pour la planète, mais aussi bons pour l'homme. Donc la non-utilisation par exemple, on n'utilise aucune matière controversée. On va réduire les sucres à chaque fois qu'on fait un produit, mais c'est quoi une matière controversée pour les gens non agroalimentaires, tu vois, genre... Ça peut être, je sais pas, ça peut être toutes les matières chimiques avec des des trucs un peu chelous, des arrangeurs de goût, des produits que t'as pas envie d'utiliser. Alors après, moi, je suis assez tu vois, on en parlait juste avant, c'est-à-dire que en revanche, j'ai un côté assez strict là-dessus. Par exemple, je suis contre l'aspartame. Okay. J'estime que l'aspartame est une matière cancérigène et que dans mes produits, il y a quand même du sucre. Alors, il y a moins de sucre. Et donc, ça arrive au 3e pilier d'Alterfood, qui est le goût. Parce que c'est pas parce qu'on fait des bons produits qu'il faut pas offrir des produits qui ont du goût. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. C'est pour ça qu'on cherche toujours l'équilibre entre le sucre et le goût. Enfin, le sucre, la nutrition et le goût. Et c'est vrai que le sucre en fait partie également. Ok. Voilà, donc c'est de trouver un équilibre sur les catégories de produits qui va bien, encore une fois, avec des produits plus traçables, plus engagés, plus transparents, et qui, grosso merdo, ne détruisent pas la planète ou ne détruisent pas ton estomac. Ok. Tu m'as piqué sur l'aspartame parce que j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais creusé le truc. C'est quoi ? C'est un édulcorant type stevia ? C'est un édulcorant. Moi déjà par définition, je n'utilise pas des édulcorants parce que en fait le truc c'est que c'est obtenu à partir de procédés chimiques. Okay. C'est des choses que je maîtrise pas. Moi tout ce que je maîtrise pas, ça me stresse. Ah ouais ? Et donc t'as des contrôles fric. Ouais, et puis par définition, si tu veux, j'aime bien les choses qui viennent de la nature. Okay. Je me dis que intrinsèquement, on est des êtres humains, que l'être humain est fait d'une certaine manière et il vient aussi d'un écosystème qui vient entre guillemets de la mère nature d'une manière ou d'une autre. Et moi, j'aime bien consommer des choses qui sont au plus près. Okay. Au plus près de la nature, au plus près des arbres, des plantes, même on en parlait, tu me disais, est-ce que tu consommes de la viande ou pas ? Bah oui, au plus près et de manière locale de préférence. J'ai ce côté, voilà, j'aime bien voir d'où ça vient et dès que il y a une intervention humaine qui amène à de la chimie, par exemple, j'ai tout le respect, hein, parce que je sais pas, j'ai tout le respect pour les gens qui font ça, mais c'est pas mon truc. Okay. C'est pas ma conception des choses. Et il faut se dire quand même que, dans les sociétés modernes, tu manges 3 fois par jour. Donc en fait, tu t'en fous plein l'estomac toute la journée. Toute la journée. Donc, l'estomac, qui est ton 2e cerveau, mais qui est surtout un organe dont il faut prendre extrêmement soin. Moi, j'ai pas envie qu'on lui mette des merdes à l'intérieur. Non, mais c'est louable et je pense que de plus en plus de gens commencent à se dire qu'on nous a vendu pas mal de produits chimiques. Après, moi, je le vois avec je sais pas, les générations d'avant où maintenant, on dirait qu'on est dans une ère d'ultra transparence. Donc là, on passe aspartame. Là, je lâche le mot aspartame. Tu dis que c'est une merde. Quelqu'un qui écoute, il peut aller sur Google et directement se renseigner à fond sur le sujet. Et il peut ne pas être d'accord. Oui, il peut ne pas être d'accord. Mais après, normalement, tu dois être potentiellement d'accord avec le fait... Oui, mais après, non. Je veux dire, avec le fait de ne pas vouloir ingurgiter de trucs qui vont donner des cancers ou des maladies, mais... Ouais. C'est comme le fait si tu veux,
On a aujourd'hui une agriculture qui est quand même dominée par l'utilisation de pesticides ou d'engrais chimiques. Et tu viens de dire à juste titre, bah oui, donc on peut se renseigner sur le truc et puis maintenant on veut plus de transparence. Mais la réalité, c'est que tout ce qu'on consomme, il y a des pesticides dedans. Et en fait, ça dérange personne. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de consommer des produits avec... Et moi, avec des pesticides, par exemple, en fait, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre parce qu'en fait, la base d'un pesticide, c'est quoi ? C'est apporter plus de rentabilité à une culture, notamment, de productivité, pardon, notamment sur le fait de tuer tous les insectes, tous les bactéries qui pourraient être autour. En se disant, oui, il faut que ce soit plus propre pour l'homme. Mais si tu vas un peu plus loin dans le truc, tu te dis, et je te dis de manière extrêmement primaire. Mais si le pesticide tue un insecte ou une bactérie, à quel moment il n'abîme pas la matière vivante qui est en toi ? À quel moment il n'abîme pas ton estomac ? C'est marrant de revenir à un truc aussi simple, parce que on est des grosses bactéries avec deux jambes, mais enfin on est le vivant, tu vois. Ouais. C'est un truc en ce moment dans l'écologie où le récit qui est en train de renaître, c'est l'homme fait partie d'un truc vivant. Donc c'est vrai que aller vouloir tuer les insectes et tuer les organismes vivants, quand ça rentre dans toi, ce truc chimique, ça te tue aussi à petit feu, quoi. Oui, et puis je pense qu'on peut le faire de manière beaucoup plus équilibrée. Après, moi, je suis pas un utopiste. Je te l'ai toujours dit. On en parlait tout à l'heure aussi. C'est-à-dire qu'il y a des réalités économiques, des réalités sociales. On va pas changer le monde du jour au lendemain. Et l'objectif n'est pas non plus de lancer un boulet sur des gens qui font ça depuis des générations, qui en vivent ou qui ont du mal à en vivre. Et qui ont des difficultés dans la transition. Le but est petit à petit de faire évoluer les mentalités, petit à petit de changer la manière de faire. On ne va pas le faire de manière radicale. Il ne faut pas montrer du doigt les uns ou les autres. Je pense que chacun a son histoire. Et le but, c'est d'être plein de petites boîtes comme la tienne, comme la nôtre, comme d'autres, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, qui essaye de contribuer à un écosystème qui est plus vertueux. Voilà. Sans aller constamment crier au loup dès qu'il y a quelque chose qui fait quelqu'un qui fait quelque chose. C'est pas comme ça, je pense, qu'on change une société, et c'est pas comme ça qu'on change des manières de faire. Moi, j'aime bien crier un peu des fois. Tu vois, je sens qu'il y a aussi un truc de marque. Après, c'est peut-être un truc de génération, mais j'ai pas envie d'opposer les âges et compagnie, mais t'as un truc où t'as de plus en plus de marques qui arrivent en dénonçant l'industrie dans laquelle elles sont. Par exemple, c'est beaucoup le cas pour les produits alternatifs à la viande, où t'as dû sûrement voir passer les campagnes de la vie, tu sais, les lardons et le bacon. Délicieux d'ailleurs, j'aime beaucoup. Je suis fan de ces lardons. Et qui attaquait directement le lobby du porc. Ouais. Tu vois. Est-ce que pour toi, ça c'est une attaque ou c'est, tu vois, parce que quelque chose où la marque est arrivée à informer aussi le public sur des pratiques qui étaient cachées. Parce que toi, nous, tu vois, on va arriver avec une transparence, mais il y a quand même une industrie qui est là depuis longtemps, des décennies et qui cache plein de choses aux gens. Est-ce que c'est pas aussi un juste retour de bâton, tu vois, genre les petites marques comme nous, où on arrive, on gueule un peu sur tous les toits que le cacao qui vient de là-bas, c'est catastrophique, mais... Déjà, par définition, crier, c'est l'apanage du petit. On parlait, tu disais, t'as un chien, t'as un gros chien. Souvent, quand les petits chiens, ils rencontrent mon gros chien, ils aboient très fort. Pourquoi le petit, il a besoin de crier ? Parce que s'il crie pas, personne ne l'entend. Personne ne le voit. Il a envie de faire changer les choses, mais il a aussi envie qu'on achète son produit. Donc c'est aussi sa manière de communiquer. C'est un système. Moi, je te dis pas que je crie pas. Parfois, je crie très fort. Parler David contre Goliath, on connaît pour ces batailles-là et pour des textes que j'ai écrits là-dessus, du reste. Cela étant, ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, quand tu parles du lobby du porc, alors il y a le mot lobby qui me dérange, mais qu'est-ce que je vois ? Je vois effectivement quelque chose qui doit changer, qui doit évoluer, des pratiques qui sont peut-être plus les bonnes. Mais je vois aussi derrière beaucoup de petits producteurs. Oui, je vois beaucoup de petits producteurs, de familles qui en vivent,
qui sont pas des gens qui ont envie de pourrir le monde, qui sont des gens qui ont juste envie de finir leur mois. Ce sont des gens qui vivent de ça, qui sont passionnés. Donc le problème, c'est que au même titre que sur des déviances qu'il peut y avoir, tu as des gens qui vont trop loin et donc qui jettent l'opprobre sur tout un écosystème. Pourtant, ils sont pas tous comme ça. Et ben, quand on va crier très fort sur un système, on va aussi jeter l'opprobre sur une reste de l'écosystème qui est peut-être pas le plus malsain. Mais j'ai envie de te dire deux choses. Un, c'est le jeu. Et c'est comme ça. Et c'est le rôle des gens qui crient très fort d'apporter leur pierre à l'édifice pour qu'il y ait un changement de paradigme et un changement de système. Pour un changement de paradigme et un changement de système, il faut toujours des gens un peu sages, mais il faut toujours des gens un peu extrêmes. Si t'as pas d'extrême, t'as pas de changement de système. C'est la théorie du flanc radical. Tu connais ce... En gros, il y a pas longtemps, j'ai lu un livre. Quand je l'ai acheté, je suis revenu dans le Nord chez mes parents. Ça s'appelle « Comment saboter un pipeline ». Ils sont un peu inquiétés quand ils ont vu le titre du livre. Et ça t'explique exactement ce que tu dis, c'est que pour qu'il y ait un changement qui se fasse dans un secteur, ça peut être la société, une industrie, il faut que tu aies un flanc radical qui va crier très fort et faire des actions qui vont être perçues par la majorité comme quelque chose de... Tout le monde va se dire, mais c'est des malades, il ne faut pas faire ça. Et ça va ramener, tu vois, ça va déplacer la fenêtre d'Overton. Les gens vont se dire, ah bah finalement, eux qu'on pensait radicaux, ils sont finalement assez normaux parce que c'est eux là-bas vraiment les radicaux. Donc ça va déplacer le... C'est nécessaire et c'est important pour tout changement sociétal qu'on souhaite avoir. Je ne juge pas de l'un ou de l'autre. Et pour tout changement de paradigme, mais il ne faut pas oublier aussi que ça fait parfois... ça éveille les consciences, mais ça ne fait pas évoluer les mentalités. Je pense que l'évolution des mentalités passe par un travail beaucoup plus long-termiste, peut-être un peu plus silencieux, et surtout par l'addition des initiatives. Et effectivement, bon là on se rend compte, nous on est là, et comme tu le disais, tu parlais de la vie juste avant, et en fait, il y a énormément de startups qui ont envie de changer le monde. Mais la réalité de tout ça, c'est que celui qui a le pouvoir et qui l'oublie trop souvent, c'est le consommateur. Il oublie trop souvent que le consommateur a le pouvoir de changer les choses et que consommer peut être parfois un acte politique. Et aujourd'hui, si tu regardes ce que consomment les Français, c'est pas du tout politique. Ce que consomment les Français, c'est drivé par le prix. Et pourquoi aujourd'hui, et là on se rejoint énormément, je pense, puisque nous on a un combat qui est de dire on veut plus de diversité alimentaire, on veut moins de multinationales, on veut plus de PME, plus d'entreprises engagées, plus d'entreprises qui redistribuent d'une manière ou d'une autre pour faire évoluer la société. Eh bien, si tu veux, c'est nécessaire que les consommateurs adhèrent à tout ça. C'est nécessaire que c'est facile de regarder des podcasts, mais en fait, si quand à la fin du podcast, tu vas réacheter un Coca ou un truc de Nutella, ça va pas le faire. Ouais. Mais inversement, pourquoi les gens vont acheter des Coca ou du Nutella ? Parce que, ils communiquent beaucoup et ils communiquent bien. Ouais. Puis deux, ils sont accessibles en prix. Ouais. Et ça, c'est aussi notre rôle que de dire, nous, on propose des alternatives, mais qui sont de plus en plus accessibles en prix. Donc, il faut que ça converge. C'est-à-dire que d'un côté, il faut que le consommateur fasse l'effort d'y aller, en disant, je vais payer un tout petit peu plus cher, mais je vais faire l'effort d'y aller sur quelque chose qui est plus redistributif. Et puis, de l'autre côté, il faut que les marques comme nous fassent l'effort de rendre les produits plus accessibles. Voilà. Ok, intéressant. Nous, au début, quand on s'était lancé et que, avant Papa Outan, l'entreprise, le nom d'entreprise d'ailleurs, c'est Sensei Family, qui était un très mauvais nom pour lancer plein de marques, mais notre mantra, c'était consommer, c'est beauté. Donc c'est marrant quand tu dis consommer, c'est politique. Tu vois, Moi, je l'ai toujours dit. Ouais, je dis consommer est un acte politique. Et quel qu'il soit, encore une fois, je ne suis pas dogmatique. Chacun a une vision de la société et je pense que si on veut la faire évoluer, il faut respecter les autres. C'est très important. Ouais. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, plus qu'hier, et moins que demain, consommer est un acte politique. Je suis bien d'accord. Je vais te présenter
le jeu de cartes, parce que sinon je vais me faire engueuler par Guillaume. Parce que depuis hier, on a reçu Arthur et Guillaume de Gringo. Ouais. Et en fait, ce que je suis censé faire, je vais t'expliquer. Normalement, je suis censé te donner le jeu de cartes, que tu choisisses une carte. Ensuite, tu me la donnes, je te lis la question. En fait, c'est des questions derrière, tu vois. C'est des mèmes et c'est des questions. Hier, le problème, c'est que moi, je discute et j'aime beaucoup discuter comme on le fait là. Et du coup, j'oublie de poser des questions avec les cartes. Donc, je flingue un peu, tu vois. C'est pas bien. Je flingue le concept. Oui, je donc, je comprends. me fais engueuler. Donc, je vais te donner le jeu de cartes. Ouais. Te laisser choisir une première carte. Ensuite, Ah. tu me la rends, je la retourne, je la lis. Et quand je choisis une carte, là, tu m'entends une, mais je suis pas obligé de prendre celle-là, on est d'accord? Ah non, c'est pas un trick. Ah non, tu feuillettes. J'aime pas. Tu feuillettes. Ok. Tu connais les mêmes. Oui, Oui, bah merci, je sais que j'ai pas de cheveux, mais. Moi non plus, mais regarde, en attends, dessous de ma casquette, je suis. t'es bien gentil. Ah, je l'aime bien lui, j'aime bien lui. Ah, j'aime bien Mbappé aussi. Ah, mais tu sais, je sais pas, je pose cette question naïvement parce que peut-être que. Non, mais je m'enfonce. Attends, j'en ai deux que j'aime bien. Allez, je vais faire celui-là. Ok. Oh, bah on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui te donne de l'espoir face à la crise climatique ? Déjà, parlons de crise climatique. Est-ce que c'est un truc, ça t'a... Ah oui, il y a un moment où ça t'a... moi, c'est quelque chose qui me touche énormément. Oui, ça, c'est une certitude. Ça, pour le coup, déjà, moi, je suis un éternel optimiste. Donc, je vois pas le monde de manière négative. Et qu'est-ce qui me donne de l'espoir ? Il y a plusieurs choses. D'abord, c'est les gens comme vous. C'est vos générations qui me donnent de l'espoir. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé mes trucs il y a 13 ans, et je disais, il faut faire comme ça, bon, on me regardait, on me disait, t'es bien gentil avec tes trucs, mais non, c'est pas ça. Il y en a d'autres qui me disaient, ouais, mais tu fais ça pour le pognon. Bon. C'est vrai que faire du bio, la vision que t'avais aujourd'hui, on se dit, c'est normal. Ouais, c'est normal. Et encore, c'est encore assez... ça redevient, on se dit, oh, le bio, ça marche plus. Non, pas du tout. Mais il y a 10 ans, c'était quand même... il y a 13 ans. 13 ans, t'étais loin quand même. Enfin, t'étais déjà... Ouais. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette vision-là, mais c'est en rapport à ce que je te disais en préambule, sur la nature, les écosystèmes, la terre, et parce que moi, j'ai un lien à la nature qui est très fort. Pourquoi ? Parce que j'ai vécu toute mon enfance en Haute-Savoie, j'ai toujours aimé être dans la nature, me perdre dans la nature, je suis assez solitaire du reste sur ces sujets-là, donc c'est un truc c'est un environnement dans lequel je me sens bien. Okay. Donc c'est quelque chose pour lequel j'ai envie de me battre. Et c'est vrai que je vois, ce qui est très encourageant, c'est que je vois qu'aujourd'hui, les nouvelles générations sont quand même très portées vers ça. Il y a un autre point, si tu veux, et c'est le point du reste, le point principal, qui fait que je suis optimiste, au-delà, comme je te l'ai dit, du fait que je sois très optimiste d'une manière générale, c'est que l'homme de tout temps a toujours, et quelle que soit la situation, et particulièrement quand il est dos au mur, trouvé des solutions pour s'en sortir. Donc je reste convaincu que quoi qu'il se passe, les êtres humains trouveront des solutions pour pouvoir préserver leur espèce, si je puis m'exprimer ainsi, et en tout cas, préserver leur écosystème. Une fois que ça s'est dit, il y a maintenant des choses qui me dérangent. Par exemple, un truc qui me dérange, c'est que j'estime, et je ne vais pas me faire des amis, j'estime que l'écologie, ce n'est pas le fait d'un parti écologique. Ah, je suis d'accord, c'est un truc qui est... Est-ce que tu connais Dernière Rénovation ? Non. La fille qui s'est accrochée au stade Roland-Garros. Non. Les gens qui bloquent des routes. Oui. Oui, c'est eux. On en fait partie avec Loïc, mon associé. Ok. On en pense ce qu'on veut. Faut que je fasse attention là. Non, mais je comprends. On en pense ce qu'on veut, mais par contre, tu vois ce qui est intéressant. Pourquoi je te dis ça ? Parce que moi, au début, l'année dernière, quand j'ai cherché à rejoindre une association aussi à côté militante écologiste, ce qui me dérangeait, c'était le côté très politique de la chose. Tu vois ? Même si je suis politisé, mais ça me dérangeait d'avoir toujours le même type de profil. Tu vois ? Là, avec Dernière Rénovation, ce qui est intéressant, c'est que tu as des gens qui viennent de tout milieu.
et qui sont très différents. Par exemple, tu auras des gens qui travaillent, qui bossent à la défense dans une énorme boîte, tu vois, t'en as qui vont venir, qui vont être profs, t'en as qui vont être genre médecins. Et du coup, c'est intéressant parce que ça rend le truc moins t'es écolo, donc c'est un parti, donc tu vois. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que moi, je pense que l'écologie doit être le fait de tous. Et particulièrement, d'ailleurs, si tu parles politique, des partis dominants. Je trouve que le modèle allemand, par exemple, à ce sujet-là, est très bon. C'est-à-dire que la social-démocratie, tu as des mecs qui sont, entre guillemets, un pays qui est quand même financièrement extrêmement bien géré, et qu'on le veuille ou non, c'est important. C'est important d'avoir un équilibre sur cette partie-là. À côté de ça, tu as des gens, bon, il n'y a pas un système social qui est aussi abouti que le nôtre, quoi qu'on en dise, mais en tout cas, sur le côté écologique, enfin, écolo du terme, bah, c'est quand même beaucoup plus avancé que nous. Et donc se pose quand même la question de se dire, et moi j'ai toujours dit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer l'écologie à l'économie. Parce que je pense que sur beaucoup de pans des activités, l'écologie est économique. Que ce soit sur le long terme, que ce soit sur le système de la santé, par exemple. Moi j'estime que mieux manger, bon, on revient encore à mon sujet, mais on est là pour ça, mieux manger peut permettre à un moment donné d'alléger le poids qui porte financièrement sur notre système de santé. Bah, tu le voyais avec les élections, je ne sais plus qui disait ça, mais tu avais s'il y avait moins de maladies liées aux pesticides, donc moins de cancers, de perturbateurs endocriniens et compagnie, ça serait beaucoup moins de millions, de milliards qui seraient dépensés dans le système de santé. Donc le fait d'avoir plus d'aliments bio, ça réduirait l'ardoise côté hôpitaux. Donc, ouais, bio, local, parce qu'il y a un vrai sujet d'empreinte carbone, même si c'est un des sujets, tu le vois, il y a une amélioration. C'est dingue. Bah déjà, on en parle maintenant. Je sais pas, moi j'étais pas là il y a 20 ans, mais tu vois, je sais pas si c'était des sujets sur la table. Bah, ça a toujours été des sujets sur la table, mais par exemple, l'histoire de la couche d'ozone, tu me parlais d'espoir, bah, tu le vois quand même. Tu vois l'impact des politiques et de ce qui est en train de se passer. Donc encore une fois, c'est ce que je te disais avant. Et j'adore parce qu'on se connaît pas au fond, parce que je savais pas que tu faisais tout ça et je trouve ça génial. Mais je pense, et c'est ce que je te disais depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que on peut pas tout changer d'un coup. C'est important d'avoir tout dans une société. C'est important d'être en capacité de maintenir un équilibre. Et c'est important, effectivement, de mener des politiques qui sont des politiques plutôt proactives sur ces sujets-là, mais qui sont pas, encore une fois, la défense d'un parti ou d'un autre, au même titre que la politique sociale, la politique économique, la politique financière, la politique, tout ce que tu veux, tous les types de politiques qu'il peut y avoir, l'éducation nationale, chaque parti a cette partie-là. Bon, bah, à un moment donné, l'écologie, c'est pareil, c'est-à-dire que tout le monde doit le prendre à bras le corps, et ne serait-ce que, de toute façon, je vais te dire, dans nos actes du quotidien, dans nos actes de consommation du quotidien, dans nos manières de faire dans nos vies. Et encore une fois, on ne va pas tout changer du jour au lendemain, mais il faut apprendre à réduire certaines choses. Ouais, je suis d'accord. Mais ça, c'est un changement qui se fait petit à petit, mais qui était... Enfin, c'est un truc, je crois qu'on en parlait avec Gringo, avec le fondateur de Gringo, où on est toujours sur les limites de la planète. Enfin, tu vois, on vit à chaque fois à crédit sur la planète. T'as toujours la date. Moi, depuis que je suis petit, ça marche quoi. T'as toujours le jour devient de plus en plus tôt dans l'année et tous les ans, c'est encore plus anxiogène ce truc. Mais tu vois, t'as un truc où... C'est une stat, tu sais, c'est une stat. Oui, c'est une stat, mais ça montre quand même que là où on devrait réduire tous pour vivre plus en accord avec les limites que la planète peut nous offrir, on est quand même toujours en train de mettre le pied sur l'accélérateur, tu vois, et de creuser encore plus la dette qu'on peut avoir sur la planète, tu vois. Alors, je sais pas comment toi se transforme par exemple la Haute-Savoie, mais j'imagine que... Ça construit beaucoup trop à mon goût. Oui, ça va construire, le paysage doit peut-être changer, tu vois, je sais pas. Ouais, c'est toujours aussi beau. Mais non, mais encore une fois, ça c'est une stat. T'aimes pas les stats ? Si, mais... Et elles servent à driver les dogmes. J'ai pas de sujet là-dessus. En fait, on connaît pas la capacité de la nature à réellement se régénérer. Elle est exceptionnelle, la nature.
on se rend pas compte à quel point elle est exceptionnelle et à quel point elle est en capacité de se régénérer. Et effectivement, il y a des choses qui ont été lancées, il y a des politiques de très longue date qui ont été mises en place, il y a des manières de vivre de certains peuples qui sont gravées, vraiment ancrées dans les mœurs. Il faut les faire évoluer. Le combat, c'est pas de regarder constamment la stat. Le combat, c'est vraiment d'agir au quotidien pour faire évoluer les mentalités. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as des actions très fortes, extrêmes, pour sensibiliser, mais il faut faire attention à ce que la sensibilisation ne se transforme pas en braquage. Et il ne faut pas braquer la population. Ah, c'est-à-dire en braquage de banque, rafler la mise, mais non, c'est pas le même braquage. Faut pas braquer les gens. Ah oui, non, c'est sûr. Faut pas braquer les gens. Et en fait, le problème, c'est que certains extrêmes braquent les gens. Et pourtant, des gens qui pourraient avoir envie de changer. Et ce qu'on se rend pas compte, et moi, j'ai toujours été pour avoir un discours positif. Mm-hmm. Parce que quand tu as un discours positif, tu laisses insensible personne. Personne n'est insensible à la nature. Personne n'est insensible à la volonté de mieux faire, d'avoir moins d'impact, de respirer un air pur, de manger une bonne alimentation. Il y a juste une manière de le dire. Et il faut qu'on arrive à multiplier ces manières de dire parce qu'effectivement, il y a au-dessus de nous des lobbies économiques qui font bouclier et sur lesquels on doit aller batailler pour qu'on puisse transpercer une bonne fois pour toutes ce bouclier. Ah, je suis d'accord. Mais le rôle aussi, tu vois, des actions radicales, c'est de montrer à d'autres gens qui jusque-là s'étaient aussi un peu freinés, se dire moi je me sens pas représenté dans ce que font les écolos radicaux, ces éco-terroristes comme on nous appelle, et tu vois de se dire ok moi je me sens pas représenté dans ce truc-là, donc je vais prendre le sujet à ma manière. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tu vois que par exemple, il y a des mouvements d'éco-terroristes qui sont pas aimés dans la population. Par contre, depuis qu'il y a des actions qui ont été faites, l'écologie a pris de plus en plus d'espace médiatique, donc les gens sont de plus en plus intéressés à ça et commencent à se l'approprier différemment, tu vois. Ouais, c'est un tout. C'est un tout. Je pense qu'il y a quand même une conscience, il y a une conscience générale qui est prise et effectivement, même si, je te le dis très sincèrement, je ne partage pas les actes extrêmes, j'en comprends leur utilité. C'est-à-dire que parfois, j'en regarde et je me dis, putain, fait chier. Ils font chier les mecs qui veulent aller au travail, mais est-ce que le sens de leur action, qui est plus macro, n'est finalement pas plus important que la minute que tu vas perdre pour aller au travail. Donc, c'est toujours un équilibre qui est difficile, hein, tu sais, même. C'est un équilibre qui est difficile. Je pense qu'il faut que ça soit accompagné, d'expliquer pourquoi on fait ça, comment on fait ça. Et c'est hyper intéressant. Écoute, je vais te dire, moi, c'est des sujets, on pourrait en parler des heures là. C'est des sujets qui me passionnent. Moi aussi, en plus, je parle beaucoup, donc tiens, reprends une deuxième carte, sinon je vais me faire frapper à la fin. Alors, attends, il y en a une que j'avais bien aimée aussi. Alors attends, je vais te la donner. Moi, je fais en fonction des dessins que je vois sur les cartes. Ouais, vas-y, hein, laisse-toi porter. Hein. Ouais. Écoute, c'est quel que j'avais aimé? Attends, un truc. Ah ouais, celle-là, elle me fait marrer. Mais c'est fou. C'est fou. C'est bien. Non, parce que c'est la 3e fois qu'elle sort. Ouais. Et je pense que l'imaginaire Batman, les gens adorent. Non, mais je l'ai souvent vu parce qu'on a une newsletter interne et avec un mec qui adore faire les mêmes. Pour ça, je m'y connais en même. Merci Noé. Et je l'ai souvent vu quand on fait des blagues sur la direction, nous, bam. Ok. Je me sens souvent représenté là-dedans. Mais pas de problème, ça passe, pas de sujet. Du coup, dans les mêmes, c'est toi qui te prends la claque. Non, c'est moi qui mets la claque. C'est toi qui mets les claques. A priori, bon, voilà. Bon, j'espère que tu mets des claques douces. Ouais, tu sais, c'est comme tes actions, il faut être radical de temps en temps. Alors, à quelle marque tu aimerais mettre une grosse claque? Tout le monde n'est pas à l'aise avec cette question, mais je peux le comprendre. Coca-Cola. Ah, pourquoi? Parce que c'est les premiers pollueurs plastiques au monde. Parce qu'ils sont ultra dominants. Il faut qu'ils laissent la place aux petits coques.
Bah ouais. Parce que, et en plus, ils sont trop forts parce que leurs pubs, elles sont trop cool. C'est vrai que avec qui j'en parlais. Franchement, quand tu regardes leurs pubs, à chaque fois, c'est. Ouais, je regarde ça à la bouche ouverte. J'adore les pubs. C'est vrai, t'aimes bien je les fais partie pubs. des anciennes générations. Tu sais, moi, je regarde encore la télé, je zappe. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Ah, j'ai pas de télé. En vrai, c'est vrai que j'ai pas de télé. Je m'arrête devant les pubs. Chaque année, les pubs du Super Bowl, faut que je me les fasse. Quoique cette année, j'ai pas encore eu le temps de toutes les voir. Coke, il mérite une tarte parce que fait chier. Alors, le plastique, c'est une chose, mais moi, je trouve qu'il tue nos estomacs avec le sucre. Mm-hmm. Tu vois, moi, quand j'étais gosse, je faisais des tests, je mettais des pièces dans du coca pour voir comment elles se dézinguaient. C'est assez dingue. Elles s'enlèvent, j'étais tout petit, je faisais ça dans ma salle de bain. Ma mère, elle m'engueulait, elle me demandait ce que c'était et tout. Je mettais des pièces à l'intérieur pour voir. Mais tu peux même savoir, c'est un décapant, quoi, le truc. Tu sais que t'aurais percé sur TikTok, hein. Parce que sur TikTok, t'as des gens qui ont fait ces tests avec Coca, donc à l'époque, sûrement, TikTok et un portable. Sûrement, c'est ma limite. Moi, je me suis arrêté à Instagram. Non, on va y aller. Faut qu'on y aille. Mais Non, ça fait peur TikTok. Non, Coke parce que trop de place. Trop gros. Trop de place, trop de gros, trop dominant, trop border sur trop de sujets. L'eau au Mexique. Ouais, c'est marrant que tu dis ça. Je pensais au Mexique. C'est fou, hein, parce que moi, c'est aussi un truc qui m'avait marqué sur le litre d'eau est plus cher que le litre de Coca. Non, mais en plus, ils sont en train de les pomper dans leur... La vérité, c'est que, ils font beaucoup de pognes, particulièrement sur les pays en voie de développement. La France, pour eux, si tu veux, c'est microscopique, hein. Même si ils sont quand même ultra dominants dans les rayons, parce que derrière Coca, il y a plein de marques, hein. Derrière Coca, il y a Fanta, il y a Tropicana. Enfin non, Tropicana, c'est... Innocent. C'est Pepsi. Il y a Innocent, ils sont pas si innocents que ça. Ouais, non. Donc en fait, il y a, même Pulco, il y a, j'ai bien envie quand même d'en citer assez pour que tout le monde le sache. Non, j'ai quand même. En fait, ils sont quand même très malins. Ils sont très forts. Ils font la loi des rayons. Ils disent bah voilà. Puis ils arrivent, ils disent devant les catégories managers des grandes enseignes, ils leur disent bah voilà, le rayon, ça va être ça. Puis au bout, là, en haut à droite, il restera une petite place pour la petite PME Alterfood. Bah, j'ai envie de dire fuck off, quoi. Tu vois, il y a un moment où on va faire l'inverse, non? Je sais pas. En tout cas, non, ça, c'est vraiment c'est ce que j'aimerais, c'est qu'à un moment donné, on reverse un peu ce modèle, mais quand même, dans cette volonté de pas être ultra dominant non plus, moi. Tu vois? C'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. C'est hyper important. Et puis et pour revenir donc sur le sujet du Mexique notamment, mais pas que du Mexique, de beaucoup de pays en fait finalement. Alors, le Mexique n'est pas un pays en voie de développement, mais beaucoup de pays en voie de développement. C'est Coke fait son pognon dans ces pays-là, beaucoup d'argent dans ces pays-là. Et comme tu le dis, Coca est moins cher que l'eau. C'est fou, c'est fou. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais je pourrais te dire ça. La boisson est ma catégorie principale et celle que je connais le mieux. Donc, je sais très bien en parler. Mais en fait, sur toutes les catégories, tu as un espèce d'acteur historique et ça fait 100 ans qu'il est là. Et tu sais, finalement, le monde de la consommation, il est assez jeune. On fête cette année les 60 ans de l'hypermarché. Ok. L'hypermarché n'a que 60 ans. Et ça a été inventé par un Français. C'est pas Leclerc, non? Non, c'est un mec qui s'appelle Fournier, c'est Carrefour qui a inventé l'hypermarché. Okay. Donc, c'est un modèle qui est quand même très jeune, l'hypermarché. Et toutes ces marques sont ont pris le monopole. Les Kraft, les Unilever, les Coke, les Mars, ils ont pris le monopole, les Ferrero, ils ont pris le monopole de toutes les catégories. T'as déjà vu c'est sûr, mais moi, quand j'avais démarré il y a 4 ans, je l'ai encore dans ma chambre chez mes parents. C'était l'organigramme, tu sais, avec toutes les marques qui se ramènent vers... Je l'ai montré il n'y a pas longtemps parce que j'ai fait un post là-dessus il n'y a pas longtemps. Je l'ai montré, je le connais très très bien. Et en fait, ils sont ultra dominants. C'est-à-dire qu'ils ont le monopole des rayons. Attends, ils font certainement très bien certaines choses. J'en ai aucune idée, mais ils font certainement bien des choses. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est cette ultra-domination qui est gênante. Parce qu'ils peuvent bien faire certaines choses. On sait globalement, par exemple, Coca. Moi, il y a un truc qui m'avait choqué sur Coca, c'est le rapport dans les années 70 sur... ils ont demandé une étude d'impact sur l'aluminium, le verre et le plastique. Ouais.
Et tu as déjà dû voir, mais je vais expliquer pour les gens s'ils n'ont jamais entendu parler de ça. Et sur ce rapport, ils avaient demandé, du coup, c'est l'étude d'impact entre les 3 matières. Et l'étude disait clairement, le plastique, si vous passez au plastique, ça va être catastrophique pour l'environnement. Certes, ça va être beaucoup moins cher, vous allez faire beaucoup d'argent, mais ça va être catastrophique. Donc la recommandation, c'était, il faut garder le verre. Et la consigne, il faut justement l'optimiser. Et en ayant lu ce rapport, il a été balayé, enterré. Le mec qui l'avait fait, on lui a dit tais-toi. Et c'est que 40 ans plus tard que le truc est ressorti, quoi. Ouais, mais en fait, je la connaissais effectivement, cette histoire, et t'en as pas mal et comme ça dans pas mal de groupes. Le fait est qu'à l'époque, il n'y avait pas une surconsommation comme aujourd'hui. Il n'y avait pas une population mondiale aussi importante qu'elle l'est aujourd'hui. Et effectivement, la nocivité du plastique n'était pas autant avérée qu'elle l'est aujourd'hui. Et que, effectivement, et au-delà de ça, les valeurs étaient différentes. Le monde de la consommation n'était pas aussi mature qu'il l'est. Et donc, le monde était drivé par la rentabilité. Aujourd'hui, les équilibres sont différents. Et même s'il y en a plein qui montent du doigt, qui disent ouais, c'est le greenwashing, tout ça et tout, mine de rien, moi je trouve ça cool que tous les groupes et que toutes les multinationales, elles soient de plus en plus RSE compliant. Parce qu'elles n'ont pas le choix. Mais c'est très bien qu'elles n'aient pas le choix. Non, mais du coup, c'est pas un mal de ne pas avoir le choix. Non, je sais, mais c'est un peu hypocrite. C'est tu confies, tu vois, là on tombe sur la pollution plastique. Coca font des grands discours en disant nous, on va faire en sorte que. Et tout le monde applaudit alors que tu es en train de confier la caserne des pompiers, tu vois, au plus grand des pyromanes, quoi, tu vois. Je suis d'accord, mais en même temps, est-ce que le plus grand des pyromanes n'a pas le droit aussi de décider de sauver la planète ? Là, c'est mon côté radical qui ressort, mais moi, le plus grand des pyromanes, il devrait être en prison et il devrait pas pouvoir gérer une caserne, quoi. Oui, mais le problème, c'est que si tu penses comme ça, tout le monde va être en prison, il n'y aura plus personne pour rien faire. Oui, c'est clair. Mais c'est pour ça qu'heureusement que je suis pas, heureusement que j'ai pas des super pouvoirs. Non, mais c'est là où, c'est là où tu vois, au fond, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas aussi binaire, je suis d'accord. Mais voilà, c'est pas aussi binaire. Et sur la forme, je trouve que il est quand même extrêmement important que tout le monde change de mentalité, y compris les boîtes qui sont ultra dominantes. Parce que nous n'avons pas plus le droit de dominer qu'ils ont le droit de dominer. Ça se fait, c'est qui sera le plus performant. Et même s'ils ont de l'avance, tout est amené à changer. Les cartes sont redistribuées, elles ont été redistribuées dans beaucoup de secteurs d'activité. Regarde l'automobile. Alors, c'est peut-être pas le plus beau modèle que tu puisses imaginer, mais mine de rien, l'automobile, qui est quand même un des secteurs les plus lourds, c'est pour ça que je te disais, c'est juste mentalement où est-ce que tu le mets, a été révolutionné par un homme qui a une compagnie qui pèse plus que toutes les autres compagnies réunies. Il a réussi. Je te dis pas que c'est bien, que c'est mal ce qu'il fait. En tout cas, c'est une évolution. Mais je comprends le jeu d'esprit de se dire que... Parce que tu as aussi un truc, c'est que dans l'agroalimentaire... Pourquoi nous, on n'y arriverait pas ? Ouais, je suis d'accord. Mais moi, il y a un truc que je porte, et j'en suis convaincu. À un moment, dans l'agroalimentaire, il va se passer quelque chose. En fait, il y a plein de secteurs qui ont été bouleversés, tu vois. Genre, tu as les secteurs de la tech. Je sais pas, tu avais des acteurs... Je me rappelle, j'ai travaillé pour Accor Hotel quand j'étais en pub. Et tout le monde se sentait indéboulonnable. Tu vois, et après, t'as Airbnb qui est arrivé, t'as des bookings, ça fout une merde pas possible, où le Comex a dû changer parce que c'était plus possible, quoi. Et ils se pensaient invincibles. C'est comme l'industrie laitière, tu vois. Il y a C'est qui le patron qui est arrivé et qui a fait un gros raz-de-marée dans les rayons, alors que je pense qu'il y a 20 ans, t'allais voir les patrons de Lactalis ou de je sais pas quelle boîte, ils se disaient... Mais ils disaient pas qu'ils allaient se faire... c'est un phénomène comme c'est qui le patron, c'est exceptionnel, mais ça a aussi amené tous les autres à revoir leur manière de faire. Ouais. Et tous les autres qui faisaient d'une manière, je dis pas mal, même si on pense qu'elle est mal, mais c'était la manière de faire de l'époque, ont dû changer leurs habitudes. C'est positif. Tout ça, c'est positif. C'est-à-dire que quand les ultra-dominants sont dans l'obligation de changer leurs habitudes, c'est comme ça qu'on va faire évoluer les trucs. Parce que les petits font évoluer les mentalités, mais les gros font évoluer les systèmes. Ouais. Donc, et c'est comme ça que ça marche. Après, qu'il y ait des vases communicants, puis qu'il y ait des gros qui deviennent plus petits et des petits qui deviennent plus gros, bon, bah, ça c'est cool. Ça, c'est la loi de la jungle, la loi de la compétitivité, tu vois, c'est hyper important. Mais encore une fois, moi je reste quand même, je dis voilà,
tous ceux qui essayent de bien faire, et quels qu'ils soient, et même si, comme tu le dis, c'est pour potentiellement se racheter une conscience ou pour parce qu'ils n'ont pas le choix, eh ben c'est bien qu'ils aient pas le choix. Ouais. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Mais après, quand je dis des choses aussi comme ça radicales, c'est aussi parce que je sais que les mots, ça pique, quoi, tu vois. T'as raison. C'est des pics envoyés. C'est comme quand on parle de Papa Outan. Et, moi, j'aime bien dire qu'on va sortir Nutella des rayons et que c'est notre but. Ouais. Tu vois, parce que c'est aussi ça met une image en tête, tu vois. Mm-hmm. Alors t'imagines le rayon sans du Nutella dedans, ils se font sortir parce que ils ont plus leur place, tu vois. Mm-hmm. Donc t'as un truc aussi de légitimité en ce moment où t'as une crise climatique qui est plus approuvée, les gens de plus en plus peur. Ce qui se passe en France l'année dernière, je pense que ça a réveillé pas mal de gens où ils se sont dit en fait la maison de mon voisin elle a cramé, maintenant c'est à notre porte, quoi. Donc quand t'arrives dans un rayon et que tu vois des Coca qui dictent encore leur marché et qui sont ultra dominants, est-ce qu'ils sont légitimes ? Non, mais du coup leur dominance fait qu'ils sont là, quoi. Ouais, et c'est pas en criant qu'on changera leur légitimité. Non, je pense que c'est en travaillant, et que la légitimité, elle s'acquiert aussi par nos actes du quotidien. Mm-hmm. Et eux, ils ont acquis leur légitimité dans un monde qui est encore une fois un paradigme qui est différent. Et aujourd'hui, c'est à des gens comme nous d'acquérir une légitimité dans le nôtre. Et voilà, et c'est aussi pour ça qu'on en parle. Faut encore une fois qu'un maximum de personnes et de consommateurs, on en revient, décident au moment de l'acte d'achat de ne pas acheter une bouteille de Coca, mais d'acheter une bouteille de Hugo le Maraîcher ou de Marcel Bio, ou un Papa Outan à la place d'un Nutella. C'est con, mais à la fin, ça fait la différence. Parce que nous, plus on grandit, plus on peut se permettre de réinvestir dans des choses qui ont encore plus d'impact. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on crie, on dit qu'on a de l'impact, mais notre impact, il reste minime. Ouais, on a des gouttes d'eau, on a des microbes. J'ai envie de même te dire que finalement, Nestlé et Coke, qui polluent le monde 1 milliard de fois plus que nous, inversement, leur politique RSE de redistribution, elle a plus d'impact que la nôtre. Bon, c'est eux qui ont foutu en l'air le système, donc Dieu merci. Oui, parce qu'ils ont une dette quand même sociale et écologique qui est quand même... qui est complexe. C'est pire que le trou de la Sécu. C'est clair. T'as vu ? C'est bien, hein. Maintenant, faut que j'en trouve une autre. Alors maintenant, c'est plus compliqué parce qu'il y en a moins. Ah, j'aime bien Homer. Mais j'aime pas... Maintenant, t'aimes moins les cartes que tu vois défiler devant toi. Ouais, j'aime moins les cartes que je vois défiler devant moi. Ouais, non. Ah ouais, ça c'est marrant. Ouais, non. Allez, Homer. Homer ? Ouais. Ok. Ça c'est ma génération, tu vois. Moi, j'adore les Simpsons, tu vois. Ah Dieu merci. C'est très visionnaire, hein. Oui. C'est très très visionnaire, hein. C'est vrai que t'as déjà vu les réalités, enfin tu vois, les épisodes qui sont passés sur Trump. Ouais. Dingue. C'est fou. Ouais, c'est dingue. Mais j'avais lu un truc sur ça. En fait, ils imaginaient un truc tellement gros, et ils faisaient tellement d'épisodes qu'il y a forcément des trucs qui arrivaient parce que, enfin, ils en font tout le temps, quoi. Et ils sortent toujours des dingueries où tu te dis ça va pas se passer, mais. Ouais, mais tu sais, tout ce qui est imaginable par l'homme peut se réaliser. Ouais. Tu crois aux prophéties autoréalisatrices ? Ça fait 2 mots compliqués mis l'un derrière l'autre, mais est-ce que tu penses Bien sûr. Ça se réalise ? C'est comme quand tu penses constamment que ta copine, elle te trompe. En fait, elle te trompe jamais, puis elle finit par te tromper. Parce que tu mets tout en œuvre pour... tu mets tout en œuvre pour que ça se passe. Ouais, j'y crois assez fortement. Ouais. Du coup, toi, tu câbles ton esprit, t'essayes de te mettre des... Ouais, moi, je suis toujours... moi, j'ai un esprit très positif. Donc, même s'il nous arrive le pire des trucs... Bon, ça va être difficile pendant 24 heures, puis après, le lendemain, je me relève, et puis je me dis, c'est reparti, tu vois. C'est quoi ton tricks pour te réveiller le lendemain ? Tu penses que c'est un truc très... Non, je pense à rien. Je crois qu'on m'a mis ces embûches sur mon chemin parce qu'il y a des raisons, et je les comprends tout le temps. Okay. J'ai aucun problème avec le fait qu'on m'en mette et que je doive... les régler, et je pense qu'il y a des raisons, et qu'en tout cas... c'est aussi de ma faute. C'est moi qui fais que ces choses arrivent, et voilà, c'est le fait de toujours continuer, toujours avancer, en voyant les choses de manière positive, en essayant de régler les choses, toujours de manière aussi positive, et en ayant une vision. C'est gérer le quotidien et la difficulté du quotidien, tout en ayant une vision
assez long-termiste de là où tu veux aller. C'est comme quand tu navigues. Bon, je suis pas navigateur, mais j'aime bien T'aimes bien l'image du navigateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois faire face à des vents contraires, à des vagues, à pas mal de choses tout de suite maintenant. Mais la réalité, c'est que tu dois aller d'un point A à un point B et que pour aller au point B, tu vas faire face à tout ça. Mais il faut jamais perdre de vue où est-ce que tu as envie d'aller. Et je pense que c'est ce qui te permet aussi de rester toujours positif. Et est-ce que tu apprécies le chemin? Je l'adore. Ouais. Je l'adore. Ça, c'est le pouvoir du moment présent, tu sais. Je l'adore. Je médite tous les jours aussi. Je suis très... Ouais, moi aussi. C'est vrai? Ouais. Ah. J'adore. C'est un truc qui est hyper important. C'est-à-dire que chaque moment doit être vécu de manière positive et surtout doit être vécu pleinement. C'est cette histoire, tu vois, de la pleine conscience. C'est vraiment... si quand tu es dans un endroit, tu penses à autre chose ou tu penses à demain, un autre truc, c'est un peu... Mais en fait, tu vis plus, tu vis pas. Moi, jeune, j'étais comme ça. Je pense j'étais toujours angoissé et je pensais toujours à l'avenir et pas au moment que je vivais. Donc, du coup, finalement, je les vivais pas. Tandis qu'aujourd'hui, quel que soit le moment, je le vis et je prends beaucoup de plaisir et c'est ce qui fait que je suis bien dans mes baskets. C'est surtout ça d'ailleurs. C'est surtout le fait de vivre chaque moment pleinement. C'est vrai que j'ai une image que j'aime bien sur ça, la pleine conscience, c'est t'as deux manières de faire la vaisselle. Soit tu fais la vaisselle, ou soit tu fais la vaisselle en pensant à ce que tu vas faire demain, ce que tu as fait aujourd'hui, nanani, nanana. Je trouve ça intéressant, tu vois. Rien que dans les moments où genre c'est un truc... Ouais, soit tu fais la vaisselle en pensant que tu fais la vaisselle. Ouais. Moi j'aime bien faire la vaisselle, mais j'aime bien penser que je fais la vaisselle. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et qu'est-ce qui t'a fait déclic où t'es passé de quelqu'un, tu vois, où t'étais plutôt anxieux et tu stressais, au moment où tu t'es dit ok c'est bon, je remets les deux pieds sur terre et j'apprécie. Bon, la lecture beaucoup, je pense. Ok. Bon, je lis énormément, je suis très curieux de tout et j'ai lu beaucoup de bouquins là-dessus. C'est quelque chose qui m'a puis d'un côté ça et puis de l'autre côté en fait c'est tellement violent d'avoir sa boîte si tu veux. C'est tellement un truc violent. Moi j'ai vécu et en fait je me suis retrouvé ça fait 13 ans j'ai beaucoup été seul dans tout ce que j'ai fait et j'ai vraiment pris des coups violents et tellement violent psychologiquement que, si tu veux, mon corps était abîmé. Alors que je suis quelqu'un de sportif, je suis quelqu'un qui a une vie équilibrée. Et en fait, à un moment donné, c'est aussi ça. Tu te dis, mais en fait, je peux plus vivre comme ça. Okay. Je peux plus vivre comme ça. C'est-à-dire que tu es tout sans cesse en tension, sans cesse angoissé, mais tu le montres pas. Donc, c'est ton corps qui est bloqué. Ouais, tu sens que ça dois réprimer. À un moment, tu peux plus vivre comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quel que soit ton succès et quel que soit ce que tu fais, tu te rends compte que finalement, et une autre prise de conscience, un peu avec l'âge, c'est que tu dis que la vie est courte. Et donc, que si la vie est courte, vaut mieux que chaque moment que tu vis, tu vas pas attendre d'arriver à ton but, que tu sais même pas si tu vas y arriver, parce que de toute façon, à chaque fois que tu arrives à un endroit, tu as envie d'aller à un autre endroit. Oui, c'est vrai. Pour te mettre à vivre. C'est hyper important, encore une fois, de vivre chaque moment parce que c'est court, parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui va se passer et que la vie fait que c'est aussi de prendre du plaisir à chaque instant et des micro-plaisirs. Je ne te dis pas que j'en prends à tous les moments, mais c'est à minima d'essayer. Ok. Bah écoute, tu me fais un pont parfait parce que la question c'est quoi le moment de solitude qui t'a donné envie de disparaître ? Peut-être que dans une période où justement tu te dis que tu t'es pris des coups, t'as des trucs où tu t'es pris des coups et tu te dis putain, là j'aurais bien aimé moi par exemple, je vois il y a des moments qui sont ultra durs et je suis content d'avoir Loïc ou d'avoir Guillaume, tu vois, parce que des fois je sais pas, j'ai eu une rupture l'année dernière. Genre j'ai plus de thunes, rupture, je dois rentrer chez mes parents dans le Nord parce que j'ai plus d'appart, j'ai plus d'argent. Là, à ce moment-là, j'étais content que Loïc puisse prendre le relais, tu vois, et pendant une semaine, 2, c'est lui qui gère la baraque, tu vois. Mais dans ce moment-là, j'aurais été tout seul pendant 2 semaines, il se serait rien passé, en fait, tu vois. Donc toi, j'imagine que comme t'es tout seul, des moments où tu te prends des gros coups dans la gueule, tu dois... Moi, j'ai jamais eu envie de disparaître. Parce qu'en fait, j'ai un truc, c'est que je pense que j'aime beaucoup l'adversité. Ok. Et
je crois que je suis particulièrement résilient. Je disais en rigolant à un ami avec qui je déjeunais ce matin, je disais, tu sais, je m'appelle Vaillant, donc quand t'as ce nom-là, faut bien le porter. Faut bien le porter. Mais en fait, je pense que moi, j'aime vraiment l'adversité. Et d'ailleurs, je le dis souvent, c'est-à-dire que nous, on était vraiment sur une trajectoire qui était fantastique. Et c'est vrai que quand le Covid est arrivé, ça a un peu pas tout foutu en l'air, parce que le Covid et la crise ukrainienne derrière m'ont apporté beaucoup de choses, et finalement je pense que je serais allé dans le mur à un moment ou à un autre, et ça m'a permis de me remettre en question sur beaucoup de choses et de restructurer les choses et de revoir beaucoup de choses, de remettre beaucoup de choses à plat. Mais avant le Covid, j'étais un peu en mode petit lalou, qu'est-ce que je vais faire? Si je me faisais un petit MBA, si je faisais, tu vois, j'étais un peu ronronnant, quoi. Ouais, faudrait que je me prenne un DG, puis après je vais me faire mon petit MBA, puis voilà, puis je vais passer à autre chose. Je vais prendre des cours de maths, j'ai envie de prendre des cours de maths, machin. Bon, voilà, le truc est arrivé, j'ai pris une rafale dans la gueule. Je peux dire que j'ai plus pensé MBA, cours de maths, j'ai plutôt pensé comment je vais mode Survivor, tu vois. Comment je vais sauver tout ça, comment je vais sauver tout le monde, voilà. Je me suis pris un peu, j'étais un peu comme un chevalier avec une épée qui se bat contre la mer. Bon, ça sert à rien, mais bon, c'est comme ça. J'ai aimé ça. C'était vraiment violent à ce point-là quand la... Violent. J'ai tout foutu en l'air, j'ai tout perdu à ce moment-là. Et bon, pour rien, ridicule, je pense que si ça arrivait aujourd'hui tel que je suis maintenant mentalement, parce que ça m'a construit mentalement aussi, je pense que je réagirais totalement d'une autre manière. Je dirais, c'est cool, faut réduire la voilure, mais je vais prendre un peu de temps pour moi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense que je l'aurais vécu autrement. Mais là, c'était tellement tout ce que j'avais créé qui potentiellement s'effondrait. Et ça m'a fait aussi prendre conscience que tout pouvait s'effondrer et que c'était pas grave non plus. Ok. Tu vois? C'est vrai que ça, c'est un truc où j'essaye le maximum de me détacher, tu vois, de Papa Outan et de tout ça, parce que j'ai vu des potes qui ont eu des boîtes et qui se sont cassés la gueule, et quand l'image était trop, enfin quand c'était que eux et leur boîte, quand ça tombe, les deux tombent, tu vois, donc c'est... Et c'est exactement ce dont je me suis rendu compte. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que je ne vivais qu'à travers ma boîte, et que c'était vraiment pas bon. Et que, donc, jamais eu envie de disparaître. Toujours adoré l'adversité, en tout cas j'ai une capacité entre guillemets à me sublimer, c'est-à-dire à être vraiment meilleur quand ça durcit. Je pense que c'est aussi t'aimes bien le chaos. Ouais, enfin j'essaye de pas arriver au chaos, tu vois, donc de continuer le combat. Donc voilà, next question. Ouais, si. De toute façon, en vrai, on va en faire une dernière, non? On est à combien de temps? Bon, il reste 10 minutes, je pense. Ok. Vous avez 1 heure, mais un petit peu d'extra au début. Donc, Ok. On papote, hein. Bon, allez. Est-ce que tu vas trouver la dernière carte qui t'attire quand même ou... Bah ouais, mais j'aime bien le rap, donc je pense que je vais prendre Drake, mais bon... Pas maintenant, c'est français. C'est vrai qu'il y a des cartes où tu sens que les gens s'arrêtent sur certaines cartes. Ouais. À la fin, on fera des statistiques sur... Des armes, c'est sûr. Ah ouais, t'es pas très... Oh bon. Industrie de la guerre... Non. 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 Si ça pouvait s'arrêter, ce serait pas mal. Ouais. Hop. Notre ami Drake. C'est pas mon préféré, mais bon... Ah bah, franchement, ça va te plaire. Ah bon? Ouais. T'es bien tombé. Je me rappelais plus. Alors, en haut, ouais, c'est le jeu complète la carte. D'accord. Et en haut, c'est une campagne de pub que tu n'aimes pas, que tu rejettes. Mm-hmm. Et en bas, par contre, une campagne de pub que tu adores. Donc toi qui m'as dit que tu adorais la pub. Ouais. Donc une pub que tu aimes. Alors, une pub... que tu n'aimes pas. Une pub que j'aime pas, c'est une pub pour Knorr ou pour Liebig. C'est pareil, blanc bonnet, bonnet blanc, qui dit merci, on a compris. Et ils disent, et donc ils nous font tout un pamphlet en disant merci, grâce à vous, on a compris, en gros, globalement, qu'il fallait changer nos recettes et mettre des légumes différents dans nos recettes. Et en fait, moi, je le traduis par merci, on a compris, mais on vous vend encore plus de la merde. C'est un truc, mais je ne comprends pas comment on peut faire une pub pareille, dire merci, on a compris, et vendre des produits pareils. Enfin, dis juste, je sais pas, raconte-nous une histoire, celle que tu veux, mais pas
pas celle-là. Ouais, Et genre, mais à chaque fois que je la vois, je suis là en mode non, mais vraiment, ils sont sérieux. c'est pas la pub où t'as eu une série de pubs avant où ils emmenaient genre des enfants, des parents, ils disaient ah regarde les belles carottes, je sais pas quoi. Non, c'est le même genre. De toute façon, c'est le même mood général. Mais ils ont pas changé. Genre, il y a pas eu de changement de Ouais, recette. enfin, ouais. En fait, en gros, ils font que nous raconter des conneries, puis on continue à les gober. Et ils nous vendent encore des produits lyophilisés ou des produits qui sont de l'eau. En fait, j'ai envie de vous dire que, bon, bah, autant boire de l'eau du robinet et mettre un peu de poudre dedans, c'est pareil, quoi. Donc, celle-là, je l'aime pas. Et une pub que j'aime. Une pub que j'aime. Tu sais que c'est quoi ma pub préférée, moi aussi? Je trouve qu'aujourd'hui, si tu veux, bon, ils se font pas chier, quoi, comme hier. Mais j'ai trouvé, honnêtement, que pourtant c'est pas du tout une industrie que j'apprécie, mais j'ai trouvé que la dernière pub Renault sur l'électrique était intéressante. Waouh! Qu'est-ce que tu fais là, toi? On a eu un petit problème de pile. Ah. Bon bah oui, voilà, on a eu un petit problème de son, donc on n'aura pas la fin de l'épisode, mais je finis en bonne compagnie, vu que je finis en face de moi-même, donc quelle meilleure compagnie que soi-même pour vivre finalement. C'est vrai. Mais, en tout cas, on a fini sur une question qui était intéressante, où on parlait des pubs. Je ne parlerai pas au nom d'Alexis, mais la pub qu'il déteste est une pub qu'on n'aime pas trop non plus. Vous n'aurez jamais la réponse, donc peut-être qu'un jour, on reparlera avec Alexis, on le réinvitera pour que on puisse parler de publicité, de marketing et d'autres choses. Bref, moi j'ai adoré discuter avec Alexis. T'en as pensé quoi, toi? Moi, j'ai adoré, mais surtout, je t'adore, toi. C'est fou comme il parle bien, hein. C'est incroyable. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. C'était vraiment un plaisir de recevoir Alexis. Il a fait une dédicace à son équipe à la fin, qu'on n'aura pas du coup, mais si l'équipe d'Alterfood, vous voyez cette vidéo et cette fin de vidéo, sachez qu'il a beaucoup d'estime pour vous et qu'il en a fait preuve dans le bout d'audio que nous avons malheureusement perdu. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode de This is Fine. Toudoum, toudoum, toum, toum.